Bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire, le tout premier de l'AFI pour le coup. On avait beaucoup de demandes sur des questions, sur comment se reconvertir au métier d'écologue, voir comment se former aussi au métier d'écologue, donc plutôt des questions de la part d'étudiants. Et comme on avait beaucoup de questions sur le sujet, on s'est dit que le mieux, ce serait d'organiser ce petit webinaire pour répondre à toutes vos questions. On en organisera un probablement tous les 2 mois, donc si jamais vous n'avez pas tout compris aujourd'hui ou si à la suite de ce qu'on a expliqué aujourd'hui et de vos recherches, vous avez d'autres questions qui vous arrivent entre-temps, n'hésitez pas, on sera de nouveau là d'ici 2 mois. Voilà. Et les informations seront diffusées globalement sur le LinkedIn et sur le site internet de l'AFI. Donc aujourd'hui, on va voir comment se former au métier de la biodiversité. L'idée, c'est de vous présenter globalement un petit peu le contexte. Voilà, comment vont évoluer les métiers aussi, les différents métiers qui existent, les grandes familles de métiers. Et puis, vous dire aussi où vous renseigner efficacement. Et dans la deuxième partie, évidemment, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc, hop, alors a priori, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Et quand je dis on, vous avez un certain nombre d'administrateurs de l'AFI qui sont là qui seront là et qui ont tous un peu des profils différents. Donc, moi-même, Mélanie, je suis chargée de mission à l'AFI. J'ai une formation à la base d'ingénieur écologue et j'ai occupé pas mal de postes durant ces bientôt 15 dernières années. Donc d'abord en tant que naturaliste, puis chef de projet, ensuite directrice de bureau d'études et maintenant je suis consultante indépendante. Voilà. Vous avez Blanche Gomez qui sera là aussi, pareil, qui est l'ancienne présidente de l'AFI, qui est aujourd'hui administratrice, qui pareil a une vie bien remplie et qui a aussi un peu donc un profil aussi de naturaliste, de chef de projet, d'expert biodiversité. Donc là plutôt dans des grandes structures, dans des grands groupes. Également directrice de bureau d'études, également consultante indépendante et qui aujourd'hui coordonne des programmes internationaux en matière de biodiversité. Voilà. Donc on a aussi la dimension internationale avec Blanche. Alan, qui a également une formation d'ingénieur écologue, qui était technicien de rivière et chargé de mission, d'abord au Conservatoire des espaces naturels, donc gestionnaire d'espaces naturels, et puis aujourd'hui à l'Agence régionale de la biodiversité du Centre Val-de-Loire. Voilà, donc il pourra vous parler aussi plutôt de tout ce qui est institutionnel et gestionnaire d'espaces naturels. Et puis vous avez Jules aussi qui est là, qui a un doctorat, qui a été chargé d'études et maintenant assistant chef de projet dans un bureau d'études qui est un petit peu particulier puisqu'il est à l'interface entre les biotechnologies du coup et l'aspect biodiversité. Voilà. Et alors, Robin n'est pas sur la diapo, mais on a aussi Robin en tant qu'administrateur de l'AFI, qui lui a une double compétence urbaniste et écologue. Donc pareil, voilà, vous avez des profils qui sont très variés et en fonction de vos questions, du coup, la personne la plus apte à y répondre sera là pour vous donner toutes les réponses, on l'espère, que vous attendez. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, il y aura une petite introduction. Ça nous semblait important de faire un petit point sur la différence entre formation initiale et continue parce qu'on a différents types de profils qui nous contactent, autant des gens qui cherchent à se reconvertir, comme je le disais, que des gens qui sont encore en études, hein, des étudiants, et qui cherchent à se former au métier de la biodiversité. Voilà. On verra les grandes familles de métiers. On verra aussi, et c'est important, où sont les emplois aujourd'hui parce que je pense que ce sont des questions que vous vous posez. Comment vont évoluer ces emplois à l'avenir? Parce que c'est aussi important de savoir quand on s'engage dans une filière, si c'est une filière qui a de l'avenir ou au contraire qui a tendance à s'essouffler. Je suis allée un peu trop vite. Et comme je le disais, où se renseigner efficacement aussi dans vos recherches sur les différents métiers, comment constituer son réseau, etc., etc. Donc, très rapidement, puisque quand même ce webinaire est organisé par l'AFI, donc je me dois de vous présenter l'AFI très rapidement. L'AFI, qu'est-ce que c'est? Donc l'AFI, c'est une association qui existe depuis 1979, donc elle a déjà des belles années derrière elle, qui rassemble des professionnels. Vraiment, là-dessus, on est tous professionnels du domaine de la biodiversité, donc de l'écologie appliquée,
avec des profils très différents, à peu près tous les profils de ce qui peut exister en termes de métier, donc en termes de bureau d'études, collectivité territoriale, bon, je vous laisse lire, un service de l'État, etc. Voilà. L'AFI est ouverte à toutes les personnes qui sont diplômées d'une formation initiale, donc de niveau bac+2 à niveau doctorat, et qui contiennent des enseignements en écologie. Voilà. On a aussi la possibilité d'adhérer effectivement en tant que sympathisant, donc il n'y a pas forcément besoin d'être écologue, on peut aussi être étudiant, encore en études pour adhérer à l'AFI, et aussi ne pas avoir de compétences particulières en écologie, mais s'intéresser au sujet. Voilà. Et la particularité de l'AFI, c'est qu'on adhère en tant qu'individu indépendamment de son entreprise. C'est ce qui fait justement qu'on a des profils très très variés au sein de l'association. Et nos missions, eh ben, favoriser donc la prise en compte des lois de l'écologie dans l'aménagement du territoire et la gestion des milieux naturels, donc ce qui veut dire clairement avoir une écologie scientifique, technique de qualité, voilà, et promouvoir la profession d'écologue et plus généralement le professionnalisme en environnement. Et nos moyens, tout simplement déjà, le gros point fort de la FI, c'est son réseau professionnel. Donc là, on a différents outils, un groupe de discussion, site internet, etc. On organise un certain nombre de manifestations, des cafés-débats, des journées techniques. Et surtout, le professionnalisme des adhérents de la FI est reconnu puisqu'on participe à de nombreuses commissions stratégiques, des jurys de concours. Donc, quand je dis commission stratégique, par exemple, si vous n'êtes pas du domaine, ça peut être des commissions qui conseillent le ministre de l'écologie en matière de stratégie nationale. Voilà, jusqu'à des choses un peu plus techniques, un peu plus pointues et un peu plus spécifiques. Et puis, il y a aussi une partie, effectivement, enseignement dans les formations. Voilà pour la FI. Alors, premier petit point, la différence entre formation initiale et formation continue. Donc, ce qu'on entend par formation initiale, ce sont toutes les formations qui s'adressent aux étudiants. Voilà. Ça me semblait important de le préciser. Donc, ça va être des formations qui généralement sont diplômantes et qui sont traditionnellement dispensées par des universités et des grandes écoles. Dans nos domaines, il faut savoir que tout ce qui est formation initiale, pour être écologue, ce sont plutôt au format bac+2, format bac+2, ça va plutôt être des BTS, et notamment le BTS GPN, qui pour le coup est dispensé dans des centres de formation agricole pour la plupart. Voilà. Sur des niveaux bac+3 et bac+5, on va vraiment plus être sur des formations universitaires. Donc, quand on dit ingénieur écologue dans notre domaine, généralement, vous n'avez pas un diplôme d'ingénieur dans le sens où vous sortez d'une école d'ingénieur. Vous avez un diplôme d'ingénieur, vous sortez en fait d'un bac+5 en université. C'est la majorité des formations. Maintenant, il y a quelques écoles d'ingé qui forment au métier d'écologue, mais la majorité, peut-être 90% en fait, des ingénieurs écologues sortent d'université. Et face à la formation initiale, donc on oppose la formation dite continue, qui là s'adresse plutôt à des gens qui sont déjà en poste, qui sont déjà, quel que soit le poste, pas forcément en matière d'écologie, donc qui sont déjà en activité et qui souhaitent soit se spécialiser dans un domaine, soit se reconvertir et poursuivre leur développement personnel. Donc là, on s'adresse plutôt à des formations en règle générale qui sont plus courtes, professionnalisantes et très spécifiques. Voilà. Dans notre domaine, même chose aujourd'hui, il y a, et je le dis tout de suite, très peu, voire pas de formation qui s'adressent, qui permettent de se reconvertir, par exemple en cours du soir ou juste en cours le week-end pour être écologue. La majorité des formations diplômantes, en tout cas, voire la totalité des formations diplômantes se font en formation initiale. Voilà. Sur la formation continue, on va être sur des formations qui sont très courtes, 2, 3 jours, peut-être une semaine, mais pas sur des formations qui vont durer toute une année, par exemple. Les avantages et les inconvénients, donc là, je vous laisse le dire. Les avantages de la formation initiale, effectivement, c'est
principalement qu'on acquiert des formations, des connaissances qui sont enfin, une solide base de connaissances, voilà. Et c'est important dans nos métiers parce qu'on est sur des métiers et là-dessus, j'insiste bien, on est sur des métiers pour lesquels, à la base, vous avez la plupart du temps une formation scientifique, en tout cas sur toute la partie études. Donc, qui dit formation scientifique dit aussi un raisonnement scientifique à acquérir et donc des bases de connaissances solides et un raisonnement scientifique qu'on acquiert généralement en formation initiale. Voilà. Pour le reste, ça va être le principal avantage de cette formation initiale. L'inconvénient, c'est souvent le fait que dans les formations initiales, on a une approche qui est très standardisée. Donc, on va aller moins s'ouvrir à quelques spécificités, et notamment aux métiers qui peuvent être un peu à l'interface entre, par exemple, je parlais tout à l'heure de Jules, qui est dans un bureau d'études qui fait de l'interface entre de l'écologie et des biotechnologies, ou écologie et agriculture, ou on peut aller très loin, écologie et tourisme, etc., etc. Donc ça, ce genre de choses, effectivement, c'est sauf à avoir un diplôme spécifique à ce sujet, on a un peu moins de flexibilité là-dessus. Voilà. Ça va être les principaux avantages, inconvénients entre les deux types de formation. Pardon. Hop. Sur la formation continue, il ne veut pas. On va y arriver, voilà. Donc sur la formation continue, le principal avantage de la formation continue, c'est effectivement l'acquisition de nouvelles compétences en plus de celles qu'on a déjà. Donc en théorie, on est déjà formé. Et surtout des compétences qui sont parfaitement adaptées normalement aux évolutions du marché du travail. Voilà. Et puis après, les avantages recherchés, généralement, c'est vrai, c'est souvent une promotion professionnelle ou un changement de poste. Euh, voilà, et ça peut aussi permettre, puisque généralement les formations continues sont dispensées, contrairement aux formations initiales, par des professionnels en activité. Dans les formations initiales, vous allez vraiment être plutôt sur des enseignants-chercheurs, puisque c'est des formations essentiellement en université. Sur les formations continues, vous pouvez aussi développer votre réseau, puisque vous êtes vraiment en lien direct avec des professionnels. Voilà. L'inconvénient de la formation continue, très souvent, c'est le coût. Et en particulier parce qu'on est sur des formations qui sont courtes, voilà, et puis le temps supplémentaire qui est nécessaire pour s'investir sur ce type de formation qui implique aussi un changement dans l'équilibre, enfin, voilà, un investissement et notamment qui peut influencer sur l'équilibre de vie pro, vie perso. Hop. Si jamais il y a des questions, hein, n'hésitez pas à les mettre de côté ou à les mettre dans le chat. À ce moment-là, on y répondra tranquillement après. Et voilà, au fur et à mesure, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Concernant les familles de métiers, donc globalement, on va considérer que dans les métiers dits de la biodiversité, vous avez 4 grandes familles de métiers. Le premier, c'est la recherche. Voilà, donc hop. Donc, dans la recherche, vous avez... Alors, il y avait peut-être une petite erreur de ma part. Bon, c'est pas grave. Regardez pas tout ce qui est niveau d'études, type de formation, etc. Ça, j'ai oublié de le mettre à jour. Donc, niveau recherche, vous avez essentiellement 2 métiers qui sont liés à la recherche. C'est d'abord le chercheur, qui est très souvent aussi enseignant, donc enseignant-chercheur. Et vous avez l'ingénieur de recherche, donc qui vient assister du coup le chercheur dans ses recherches. Dans nos métiers quand même dans la partie recherche, il y a une partie terrain qui est importante, puisque forcément on travaille sur le vivant, et donc ça se fait pas qu'en labo, hein, soyons très clairs, sauf si vous travaillez vraiment sur la modélisation, et encore. Donc il y a une grosse partie terrain quand même sur l'aspect recherche. L'autre grande famille de métiers, ce sont tout ce qui est études. Et là, en particulier, ce sont tous les métiers que vous allez retrouver en bureau d'études ou que vous allez retrouver dans tout ce qui est collectivité, également dans tout ce qui est parc, réserve naturelle, etc., en partie. Donc, les types de métiers que vous pouvez avoir, donc c'est l'ingénieur écologue, voilà, ou l'écologue. Le naturaliste, donc le naturaliste, ça va être le botaniste, l'ornithologue, l'entomologiste, par exemple,
ou ce qu'on a regroupé sous le terme de chargé de mission thématique, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui va être en charge des trames au sein de sa collectivité, ou de ce qu'on appelle chez nous la séquence éviter, réduire, compenser, voilà, qui va spécifiquement être en charge de la mise en place de cette séquence-là. Ça peut être aussi quelque chose enfin, des métiers qui sont un peu à l'interface, donc ça peut être aussi un chargé de mission sur de l'animation, voilà, sur l'animation par exemple d'associations. Ça peut être le cas. Voilà. Donc vous avez dans le chargé de mission thématique, vous avez potentiellement beaucoup de métiers aussi qui rentrent en ligne de compte. Après, chacun avec sa thématique qui lui est spécifique, mais toujours avec, on va dire, un seul client qui va être la biodiversité, donc la faune, la flore et les milieux naturels. La troisième grande famille de métiers, ça va être tout ce qui est gestion d'espaces naturels. Donc, dedans, vous allez avoir ce qu'on appelle donc, les gestionnaires d'espaces naturels. Donc, ça va être par exemple des conservateurs de réserve, des conservateurs d'arrêtés de protection de biotope, enfin voilà, des conservateurs quand par exemple vous travaillez dans un conservatoire d'espaces naturels, gestionnaire de sites. Voilà. Vous avez également tout ce qui est garde nature. Donc là, on rentre un petit peu plus avec des fois une spécificité de police aussi de la nature. Donc là, vous avez peut-être en tête tout ce qui est garde à cheval, mais pas que. Il y a aussi des gardes nature qui sont pas à cheval déjà, et des gardes nature aussi qui sont spécifiques de sites qui sont pas forcément ouverts au public. Voilà. Qui dit garde nature dit pas forcément la possibilité de délivrer des amendes. Voilà, c'est aussi beaucoup un travail de sensibilisation. Et puis, vous avez l'animateur nature, donc qui peut s'appliquer au sein d'un site même ou plus généralement au sein d'un territoire. Par exemple, dans certaines associations locales de protection de la nature. Voilà. Ça peut être aussi de la sensibilisation qui est faite, par exemple, auprès des agriculteurs. Voilà. Donc, c'est pareil, un métier qui est assez vaste. Et puis, vous avez toute la partie travaux. Et c'est une partie que très souvent, on oublie. Voilà. On a vu pas mal tout ce qui était donc recherche, études, protection avec les gestionnaires d'espaces naturels. Mais vous avez aussi une catégorie de métiers qui s'adresse spécifiquement en fait à la restauration et à la création de milieux naturels. Voilà, c'est ce qu'on appelle le génie écologique. Et dedans, vous avez un certain nombre de métiers qui sont dédiés à cette partie-là qui vont depuis l'opérateur, donc l'ouvrier de génie écologique, qui va aller manier les engins de chantier, le chef de chantier en lui-même qui va les coordonner, et le conducteur de travaux qui va coordonner toutes les équipes et aussi faire l'interface avec le client. Voilà. Donc c'est des métiers qui sont souvent oubliés, mais c'est des métiers qui nécessitent aussi des compétences, une bonne connaissance en matière d'écologie et en matière de biodiversité pour pouvoir exercer ce métier correctement. Voilà. Ce sont souvent dans les métiers de travaux des entreprises de type paysagiste, mais qui ont vraiment cette spécialité, encore une fois, liée à la faune et à la flore. Alors, dans le détail, on verra tout à la fin, il y a des fiches qui existent pour chaque type de métier, donc je vous renverrai vers les fiches pour avoir une idée un petit peu plus précise de ce qui est concerné par chaque métier. Mais ça nous semblait aussi important de vous parler aussi aujourd'hui de où sont les emplois. Parce que quand on se lance dans les métiers de la biodiversité, on part très souvent avec des a priori. Donc déjà, on n'a pas forcément connaissance de tous les métiers. Et puis très souvent, on a dans l'idée Alors très souvent, ce qui revient, c'est j'ai envie de travailler dans un parc, j'ai envie de travailler dans une réserve. C'est pas forcément là où il y a le plus d'emplois, il faut le savoir. Voilà. Aujourd'hui, alors là, l'étude est un petit peu biaisée, je vous ai mis les sources. Là, c'est une étude qui concerne spécifiquement la partie études et travaux en matière de biodiversité. Donc, dedans, il n'y a pas les gestionnaires d'espaces naturels, il n'y a pas les collectivités. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des emplois sont quand même plutôt dans ce qui est donc génie écologique, études et travaux liés à la biodiversité. Et sur quel poste? Ça va être majoritairement sur des postes de chargé d'études ou technicien naturaliste. Et donc ça, c'est pour la partie études.
et sur des postes d'ouvriers et de conducteurs d'engins pour la partie travaux. Voilà. Après, pour le reste, on évolue assez classiquement. Par exemple, pour la partie études, depuis un poste de chargé d'études vers un poste de chef de projet et ou d'ingénieur écologue. Voilà. Et puis, assez logiquement aussi d'un poste pour la partie travaux, depuis un poste d'ouvrier vers un poste de chef de chantier et derrière un poste de maître d'œuvre ou de conducteur de travaux derrière. En termes de répartition géographique, donc aujourd'hui, les principales régions dans lesquelles il y a des postes dans notre domaine, c'est l'Île-de-France, voilà, toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Occitanie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les autres régions, pas de souci, mais c'est là où sont les plus gros bassins d'emploi aujourd'hui. Nouvelle-Aquitaine également, après le reste un petit peu moins. Voilà, donc c'est pour que vous ayez un petit peu une idée. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'employeurs, voilà, mais c'est à peu près là où il y a le plus d'emplois aujourd'hui dans notre domaine. Là, ça nous semblait important que vous ayez une vision un petit peu de comment ont évolué les postes sur ces dernières années. Et comme on le voit, en seulement 6 ans, alors encore une fois, on n'est que sur la partie génie écologique, donc études et travaux, mais en plus de 6 ans, enfin, en 6 ans, on a pris plus de 93% d'emplois en plus. Donc, à la question, est-ce que c'est une filière qui est porteuse? La réponse est oui. C'est une filière dans laquelle il y a de l'emploi et on va le voir après, il va y en avoir encore plus aussi dans les années qui arrivent. Ça veut dire aussi, alors là je fais un petit aparté, ça veut dire qu'aujourd'hui aussi que c'est des emplois sur lesquels on est un peu en tension. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs, pas tous, mais il y a des secteurs sur lesquels ça recrute beaucoup parce que les formations n'ont pas forcément suivi. Donc on est en train d'essayer de rectifier tout ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a du travail sur certains profils. Voilà. Il y a des recherches sur certains profils. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Donc si jamais vous pensez soit vous reconvertir ou soit à partir sur cette voie-là, il y a du travail. Voilà. Comment vont évoluer les emplois d'ici 2030? Donc d'ici, alors l'étude date de l'année dernière, mais en tout cas d'ici 6 ans. Le chiffre qu'on va retenir essentiellement, c'est celui que vous aviez sur la deuxième colonne. Donc plus 110 à 142% d'emplois. Donc même on prend le moins gros, 110%. Donc les emplois vont doubler en fait très clairement d'ici 2030. Concrètement, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 7200 nouveaux postes par an à pourvoir. Voilà. Donc voilà, ça vous confirme qu'on est sur une filière qui est en belle évolution et ça, c'est chouette et ça, c'est bien. Là où on attend le plus d'évolution, pareil, pour que vous ayez une idée en termes de postes, vous avez les chiffres sous les yeux. Ça va être essentiellement sur des postes d'ingénieur écologue, de chef de projet naturaliste et de technicien naturaliste. Voilà pour la partie études. Et pour la partie travaux, sur la partie ouvrier, conducteur d'engin. Alors ça aussi, c'est pour avoir une petite idée, parce que quand on se lance dans un nouveau métier, sur quelles peuvent être les limites, tout ce qui peut freiner un petit peu aussi l'évolution des emplois. Notre premier gros frein qui peut exister dans notre domaine, c'est les politiques publiques, les obligations réglementaires. Voilà. Toute la partie bureau d'études, ce que vous avez vu sur la partie études, on est très dépendant du réglementaire. Donc en bureau d'études, concrètement, vous allez répondre à un besoin réglementaire, c'est-à-dire très souvent réaliser une étude d'impact, donc une étude des impacts d'un projet, impact sur la faune et la flore et les milieux naturels, voilà, et proposer des mesures pour éviter la destruction ou la réduction des populations d'espèces qui sont protégées ou menacées. Donc ça va être le principal travail en bureau d'études à tous les niveaux, au niveau technicien naturaliste ou chef de projet. Voilà. Mais ces aspects-là sont très dépendants du réglementaire et des obligations réglementaires, puisque c'est le principal levier.
Voilà. Et on est aussi très dépendant des politiques publiques parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de projets qui sont subventionnés et donc dépendants des allocations qui sont faites par l'État sur les thématiques de l'écologie et la thématique plus spécifiquement de la biodiversité. Voilà. Et puis après, le reste, ça va être principalement l'évolution des outils, voilà. Les évolutions environnementales et climatiques qu'on ne contrôle pas. Et puis les changements des pratiques et des attentes des commanditaires, de ceux qui passent commande pour les différentes études, et aussi les évolutions liées au marché et comment se structurent les différents acteurs de la filière. Voilà, voilà. Dernier point, et après vous pourrez poser toutes vos questions. Où se renseigner efficacement? Alors, pour tout ce qui concerne la partie formation, là, vous avez essentiellement deux sources, hop là, deux grosses sources de renseignements qui vont être d'abord le catalogue des formations initiales. Donc, ce catalogue-là, vous le retrouverez sur le site de la IGECO, voilà, qui recense aujourd'hui plus de 250 formations en matière de biodiversité, tout niveau confondu, c'est-à-dire du niveau CAP, BEP, au niveau master, au niveau bac+5 et au niveau école d'ingé. Voilà. Donc ça, on est sur les formations initiales. Sur les formations continues, si ça vous intéresse, hop, j'ai quelqu'un qui a son micro ouvert. Sur les formations continues, si c'est ce qui vous intéresse, là, je vous conseille d'aller voir du coup sur le site de l'UPGE Formation, qui propose aujourd'hui un certain nombre de formations sur 2 ou 3 jours voilà, qui permettent de se spécialiser sur une ou deux thématiques, enfin sur plusieurs thématiques, qui permettent aussi de se sensibiliser sur certaines thématiques, en tout cas de mettre le premier pied à l'étrier. Pour s'informer, donc sur les fiches métiers, connaître les différents métiers qu'on vous a présentés là, même chose, vous avez les fiches métiers qui sont disponibles sur le site de l'AIGECO. On va aller derrière aussi compléter chaque fiche métier par une interview d'un professionnel qui répondra en 20 minutes à peu près aux questions qu'on peut se poser sur qu'est-ce qu'on fait dans ce métier, quelles sont les formations pour faire ce métier. Voilà. Et vous avez différents outils aussi qui vont être... Alors, on est en train d'eux, mais qui sont en train d'être recensés sur le site de l'AIGECO pour vous aider aussi dans vos recherches. Si vous souhaitez trouver un stage ou un emploi, les principaux outils qu'on utilise dans notre domaine, donc pour les offres d'emploi et de stage, c'est le site internet du réseau TI. C'est principalement là, vous allez tout retrouver, hein, sauf peut-être et encore les offres d'emploi de l'OFB. Voilà, mais en tout cas, la plupart des professionnels postent sur ce réseau-là. Également, mais moins sur le site Emploi Environnement. Et sachez également qu'il existe, si vous recherchez pareil un stage ou vous souhaitez faire des candidatures libres, il existe un annuaire des entreprises de l'ingénierie et du génie écologique qui aujourd'hui recense à peu près un peu plus de 150 entreprises classées en études, travaux et fournisseurs qui devraient normalement bien grossir d'ici l'année prochaine. Donc voilà, vous avez aussi cet outil-là qui existe, l'annuaire, donc vous avez le lien sur le site de l'AIGECO et il est hébergé sur le site du Centre de ressources génie écologique. Voilà. Et dernier point et non des moindres, qui est aussi important quand on s'engage dans une nouvelle voie professionnelle, c'est de constituer son réseau professionnel. Voilà. Donc dans les métiers de la biodiversité, c'est un petit monde, on se connaît tous. C'est un petit monde mais convivial du coup. Pour ceux qui étaient là au début, vous l'avez vu. Et donc, c'est important de se constituer son réseau parce que c'est forcément là, de cette façon-là que vous allez accéder plus facilement à l'emploi et aussi au stage. Et là, la meilleure façon, c'est d'adhérer à la FI, hein, puisque c'est le principal réseau avec une adhésion pour les étudiants qui est de 15 €, ce qui n'est vraiment pas très élevé. Voilà, voilà. J'espère déjà vous avoir donné pas mal d'éléments. Vous avez là tous les contacts, si besoin. Évidemment, vous retrouvez tout sur le site de la FI.
Et puis maintenant, on va laisser la place aux questions que vous pouvez avoir. Euh, Là, j'ai envie de dire, je vais arrêter le partage. Là, c'est un petit peu comme vous le souhaitez. Soit je vous laisse lever la main, soit je vous laisse lever la main. Hop. Soit je vous laisse lever la main voilà, via Zoom, soit poser vos questions dans le chat. C'est comme vous avez envie. Et puis en fonction de votre question, eh ben, soit Blanche, soit Jules, soit Alan, soit Robin, on répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas, hein, on ne va pas vous manger. Alors moi, je ne sais pas lever la main. Pas de souci. Allez-y, Véronique. Je vois pas ma petite main sur Zoom. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Euh, alors au début, j'ai eu un petit peu peur quand vous avez dit que pour les formations continues, c'était pas très... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de formations parce que moi, je suis plutôt voilà, dans ça. Moi, c'est vrai que j'ai déjà fait des recherches en amont. J'ai vu qu'il y a quand même des universités qui offrent donc des parcours denses en formation continue. Mais c'est vrai que les sélections peuvent être très rudes. Et donc, les gens qui ont fait tout ce parcours, on parle beaucoup de parcours bi. Enfin bon, bref, qui ont des parcours scientifiques avec des bonnes notes, bah, c'est sûr que du coup, eh bien, voilà, c'est ces parcours-là qui passent en priorité. Donc, du coup, je me suis dit, bon, alors il va falloir revoir sa copie et puis peut-être aller dans des, dans des choses un peu plus accessibles et plus à mon niveau aussi académique, parce que je suis dans totale reconversion. Et donc, du coup, vous disiez par rapport aux études qu'il y aurait de l'emploi plus au niveau donc botaniste, anthologiste, ornithologue. C'est ça. Alors Est-ce que... aujourd'hui, Pardon. Aujourd'hui, effectivement, les métiers qui sont plus en tension, donc sur lesquels il y a clairement beaucoup plus d'offres que d'emplois disponibles, enfin que de candidats, pardon, beaucoup plus d'offres que de candidats. Ça va être des métiers de naturalistes et donc, c'est-à-dire des gens qui vont aller spécifiquement étudier un groupe. Chez nous, on est quand même assez spécialisé. Et en particulier, aujourd'hui, il y a une grosse demande sur tout ce qui est botaniste, hein, et chiroptérologue, donc les chauves-souris. C'est ça. Alors après, chiroptérologue, c'est des choses qui sont particulières puisqu'on va aller travailler beaucoup de nuit. Et aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a c'est beaucoup de la modélisation. C'est-à-dire que vous allez certes, c'est pas de la capture, donc vous allez capter les sons essentiellement avec du matériel, avec des détecteurs, avec des enregistreurs. Donc il y a une partie pose des détecteurs, des enregistreurs, parfois en hauteur. Très souvent, les chiroptérologues ont des diplômes de grimpeurs pour aller poser les détecteurs en hauteur. Et puis derrière, eh ben, il y a l'analyse des sons qui ont été enregistrés qui se fait cette fois-ci au bureau. Voilà. Donc on est sur un métier qui est un petit peu différent par rapport aux autres groupes parce que là, on est aussi sur une partie modélisation. Voilà. Donc voilà. Et on est aussi sur un travail qui se fait majoritairement de nuit, ce qui implique aussi des rythmes de nuit qui peuvent être particuliers. Donc il faut savoir que ça fait partie des contraintes du métier. Voilà. Après, comme tous les postes de naturalistes, donc quand on est spécialiste d'un groupe, il faut savoir que quand même des métiers de passion. C'est-à-dire qu'en règle générale, si vous pensez avoir ce type de métier plutôt, je vais pas dire alimentaire, mais voilà, vous n'avez vraiment pas une appétence forte pour ce groupe, c'est des choses qui vont demander un investissement personnel qui est important pour aller se former dessus. Et donc, du coup, en règle générale, voilà, il faut quand même avoir une très forte attirance pour le groupe en question pour aller vers ces métiers-là de naturaliste. Ouais. Est-ce que mes collègues veulent compléter ou est-ce que ça répond à votre question, Véronique? Oui, donc oui, bah oui, parce que c'est très spécifique et très spécialisé, donc on fait majoritairement ça, donc autant adorer
je comprends bien. Donc, du coup, après, c'est vrai qu'on part plus vers les conducteurs d'engins. Alors non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, vous pouvez être chargé de mission thématique, où là, pour le coup, vous n'êtes pas spécialiste d'un groupe. Donc, vous allez être plutôt spécialiste d'une thématique qui est liée à l'écologie, qui est liée à la biodiversité. Donc, alors là, c'est un peu compliqué d'en parler sans rentrer dans les détails quand on n'a pas cet aspect technique. C'est comme si je vous disais que vous étiez informaticien, un développeur, un codeur spécialisé en JavaScript. Ça vous parlera absolument pas de ce qu'est le JavaScript. Voilà. Et ben là, c'est un petit peu la même chose si j'aborde les différents termes techniques en écologie, mais vous allez être chargé, par exemple, ce que je disais, chargé de mission thématique sur de la séquence ERC, vite et réduire compenser, ou chargé de mission thématique sur des trames brunes, ou chargé de mission thématique sur sur la trame verte et bleue, ou voilà, ou des fois des choses un petit peu à l'interface. Donc vous avez vous avez ces postes de chargé de mission thématique qui, eux, ne vont pas demander de compétences naturalistes, mais dans tous les cas, qui vont quand même demander ces compétences. En fait, l'écologue, en règle générale, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre le fonctionnement, les interactions des espèces avec leur milieu naturel. Et ça, c'est pas des choses qu'on apprend quand on fait, par exemple, un cursus en communication. Voilà, ça demande des compétences scientifiques, techniques, qui sont forcément obligées de s'apprendre par une formation initiale. Voilà. Donc après, l'inconvénient aujourd'hui, c'est qu'effectivement, sur la formation continue, vous allez avoir des notions clés sur une thématique très, très précise. Par exemple, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, comment lutter contre la renouée du Japon. Voilà, je donne un exemple, hein, mais c'est pas pour autant que vous allez être, par exemple, spécialiste des espèces exotiques envahissantes et que vous allez pouvoir derrière, en faisant une formation de 3 jours, devenir un chargé de mission sur les espèces exotiques envahissantes. Parce que vous n'aurez pas tout le global, c'est-à-dire la compréhension des synergies, des interactions entre les différentes espèces et leur milieu. Voilà, il va vous manquer cet aspect-là. Vous aurez un petit focus, mais pas toutes les connaissances générales qui vous permettent d'aller plus loin et aussi d'être l'expert qui va venir derrière faire expliquer les choses, vulgariser auprès de gens qui ne le sont pas. Il y a aussi cette partie-là. Peut-être pour compléter sur les chargés d'études, on a aussi des employeurs dont l'activité principale n'est pas sur la biodiversité, mais qui, parce que leurs activités ont des impacts sur la biodiversité, cherchent aussi à recruter des profils un peu hybrides. C'est notamment le cas dans tous les métiers de l'aménagement et du bâtiment, où on a de plus en plus de recrutement d'écologues des recruteurs qui vont être intéressés par des personnes qui ont une expérience autre, que ce soit avant ou dans le cadre de leur formation initiale, qui permettent de faire le lien entre l'écologie et leur domaine d'activité principale. Donc, en fonction de votre parcours actuel, vous pouvez aussi essayer de regarder quels sont les recruteurs enfin, que ce soit des entreprises ou des acteurs publics dans votre cœur de métier qui pourraient être intéressés par quelqu'un qui aurait un profil autre et qui se serait tourné ensuite vers les métiers de l'écologie pour faire le lien entre les deux. Bonjour, Oui, bonjour Nathalie. voilà, c'est Nicolas, mais j'utilise le Ah, compte de Nathalie. bonjour Nicolas. Bonjour. J'aurais une question par rapport au bac+5 en fait, entre école d'ingénieur et université. Pour faire écologue, ingénieur écologue, en fait, est-ce qu'il est préférable de faire l'un ou l'autre? Est-ce qu'à la fin, finalement, l'un ou l'autre vont un peu typer les profils des personnes? Voilà, c'est. Alors, en fait, comme je le disais, la plupart des ingénieurs écologues sortent d'université, facilement 90 voire 95%. Voilà. Donc déjà, il y a un premier filtre qui se fait, c'est-à-dire qu'en termes de formation disponible, la plupart des formations pour être ingénieur écologue sont des formations universitaires. Ensuite, l'avantage quand même d'une formation, alors ça c'est mon avis personnel et pareil, je laisse mes collègues répondre.
Avantages et inconvénients de l'un et de l'autre. L'avantage de la formation d'ingénieur, c'est qu'effectivement, vous avez une formation d'ingénieur et notamment tout ce qui est gestion de projet, conduite de projet, qui est, je vais pas dire pas traité en université, mais qui est moins traité en université. Donc en termes clairs, quand vous sortez d'une école d'ingé, vous êtes vraiment bien formé sur la partie gestion de projet et donc vous allez quasiment dès le début arriver à ce type de poste de gestion de projet. Maintenant, aujourd'hui aussi, ce type de poste, il y en a pas mal à pourvoir parce qu'on a du mal à trouver du monde, notamment en bureau d'études qui veulent assumer des postes de chef de projet. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les principaux avantages. L'avantage de l'université, par contre, c'est que il y a le réseau d'abord, pour commencer, parce que comme c'est des formations qui sont plus larges, vous allez à la fois et dans vos collègues de formation, vous allez retrouver plus tard, et aussi, alors suivant le profil des formateurs, vous allez avoir une formation qui est un peu plus appliquée, normalement avec pas mal de stages, pas mal de rencontres de professionnels, etc. Donc vous allez pouvoir travailler un petit peu plus votre réseau. Vous allez voir plus de choses, ça va être aussi des choses plus techniques, à mon sens, au niveau universitaire qu'au niveau ingénieur. Donc, qui fait plus la part belle à l'aspect technique. Et puis voilà, pour l'essentiel. Est-ce que j'ai oublié des choses? Alan, je te voyais hocher la tête. Non, 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 parce que je suis d'accord avec toi, surtout ce que tu disais au début, c'est vrai que l'université, pour moi, va donner une approche assez transversale de l'écologie, assez multidisciplinaire, mais c'est clairement, on manque de gestion de projet. Enfin, moi, j'ai fait l'université et quand je suis arrivé dans le monde professionnel, il me manquait ces clés-là. Euh, alors que le côté ingénieur est beaucoup plus opérationnel. Après, moi, sur le terrain, j'ai rencontré assez peu de collègues venant d'écoles ingénieurs autres que agronomes. Souvent, les agronomes sont considérés comme des écologues. C'est souvent eux, les écoles d'ingénieurs, enfin, c'est AgroParisTech hein, globalement, et les autres agrocampus en région. Mais les deux offrent une compréhension assez large de l'écologie qui permet de s'adapter dans quasiment toutes les situations. Mais au final, il y a pas au bout de quelques années d'expérience, les différences se lissent et on se retrouve à avoir les mêmes postes et globalement les mêmes compétences. Juste pour compléter, donc moi j'ai fait une école d'ingénieur agronome, comme Robin qui vient de répondre dans le chat. Je suis tout à fait, enfin je confirme ce que Alan vient de dire. C'est un peu les différences qu'on ressent quand on recrute aussi. Une facilité plus notable sur de la gestion de projet pour des gens qui sortent d'école d'ingé et un peu plus de compétences sur le fond et la capacité à aller chercher de la ressource bibliographique notamment pour des gens qui sortent d'université. Après, l'un n'est pas préférable à l'autre. Alors pour enfoncer la porte ouverte, l'un on travaille bien avec l'autre en vérité. Mais disons que enfin, les deux types de compétences sont recherchés et les manques entre guillemets de chacune des types de formations et à vite corriger quel que soit. Enfin, un manque de capacité en gestion de projet, c'est à vite corriger, mais ça se fait bien en entreprise. Et un manque de compétences en recherche, puis en fond, parce que c'est un petit peu ça la difficulté des écoles d'ingénieurs, c'est qu'il y a énormément de thématiques qui sont traitées en agronomie. Hein. On est censé sortir ingénieur à la fois capable de prendre des décisions sur un itinéraire technique agricole, comme sur l'application de politique agricole européenne. Théoriquement, c'est un peu le principe. Donc, dans les faits, il y a une phase d'acclimatation qui est importante pour devenir un peu plus spécialisé d'un domaine, mais ça se fait bien. Enfin, il y a pas, en tout cas, à mon sens, il n'y a pas une formation qui prend le pas sur l'autre, et je crois pas qu'en termes d'employabilité, ce soit le cas non plus. Je pense que ça a été le cas il y a 20 ans, il y a 40 ans, au début de la FI. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Je pense que les deux sont vraiment aussi valorisés. Et du coup, il y a plus, c'est plus indifférencié qu'on vienne d'école ou qu'on vienne d'université. Parce que comme vous l'avez bien dit tous les deux apportent des avantages. Donc,
les recruteurs le savent maintenant, et ceux qui recrutent aujourd'hui sont des gens qui sont moins attachés à ces classiques ingénieurs venant d'école d'ingé. Donc, le renouvellement des recruteurs aujourd'hui fait que c'est plus facile aussi, et que du coup, l'un ou l'autre, c'est tout aussi bien. Merci pour toutes vos réponses. Je vois des questions sur nos profils respectifs, sur ce qu'on a pu faire comme études. Alors, c'est vrai, je vais peut-être pas détailler au début. Donc là, je vais laisser chacun un petit peu répondre. Pour ma part, j'ai fait un schéma un peu classique, c'est-à-dire une fac de bio. Alors, à l'époque, c'était pas encore les masters, c'était encore DUG, licence, maîtrise, DEA, DESS. Quoique c'était la transition master. Donc on a fait notre master avec Blanche ensemble, donc pour la petite histoire, voilà. Un DUG donc ce qui est aujourd'hui une licence de bio, suivie derrière effectivement d'une spécialisation. Donc la spécialisation en écologie se faisait chez nous à partir du bac+4. Voilà, donc ce qui serait aujourd'hui un master 1. Donc une spécialisation en écologie à ce moment-là, donc master 1, master 2, le tout pour ma part à Paris. Donc université, à l'époque on va parler que de la dernière année, Paris 6, ouais, Paris 6, Agro Paris-Tech ENS, c'était un master qui était en collaboration avec plusieurs écoles. Voilà, pour Et l'essentiel. Paris 11. Il y avait aussi Paris Orsay qui 11, était il y avait dedans. Orsay aussi, et Paris 11. Voilà. Et derrière, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'emplois, en fait, dans notre métier. Nous, c'était pas le cas. C'est-à-dire que mes parents voulaient m'acheter une caravane tellement on changeait d'emploi tous les 2 mois, pour vous donner une idée. C'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était un petit peu l'idée. Donc, c'était un petit peu compliqué en matière d'emploi. Personnellement, moi, j'ai travaillé dans les services de l'État 2 mois comme contractuel à ce qui est aujourd'hui la DREAL. Et ensuite, j'ai très vite décroché un travail en bureau d'études en tant que d'abord chargée de mission botaniste et entomologiste. Et puis ensuite, j'ai évolué au sein du bureau d'études, voilà, jusqu'au poste de directrice. Voilà pour le parcours. Donc moi, j'ai eu un parcours qui est très classique. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On peut passer d'abord par un BTS GPN. Voilà, on peut aussi avoir complètement un autre métier à côté et avoir une passion, par exemple, pour les insectes. Et au bout d'un moment, être recruté dans une association naturaliste pour être naturaliste en bureau d'études. On peut passer par une école d'ingé, on peut passer par plein de choses. Blanche, niveau cursus, c'est à peu près le même que le mien, universitaire en tout cas. C'est Voilà. ça, j'ai fait pareil l'université. Moi, j'ai pas tout fait à Paris, j'étais à Créteil, mais c'était DUG de bio, licence biologie des organismes, maîtrise biologie des organismes et des populations, et master 2 EBE qui est devenu B2E maintenant, je crois, biologie, évolution et écologie, biologie, évolution, je crois, biodiversité, évolution. Voilà, et après, moi, j'ai un parcours en spécialisation sur la gestion des écosystèmes. Donc voilà, je m'étais spécialisée sur la restauration des écosystèmes. Et après, pareil, pas le boulot de mes rêves dès le départ. On prend ce qui passe et puis ça permet d'avoir les premières expériences. Et après, moi, j'ai par contre refait un DU, donc un diplôme universitaire. Je me suis réinscrite à la fac pour pouvoir faire un stage parce que je voulais des compétences naturalistes, parce que c'était ça qui permettait d'ouvrir les portes à l'époque. Et donc, j'ai refait ça pour obtenir ces compétences naturalistes qui m'ont ouvert les portes derrière d'un bureau d'études. Et ensuite, ça m'a permis de construire le reste de ma carrière. Mais du coup, ça a été un peu plus chaotique au démarrage. Si je peux réagir sur un élément que vous avez ressorti toutes les deux, et pour répondre, enfin, je pense que ça peut donner quelques éléments de réponse à des questions qui sont posées dans le chat, euh, autour du fait de se reconvertir ou de passer avec la partie chargée d'études avec une entrée naturaliste. Euh, c'est important d'avoir un peu une expérience personnelle, je trouve, sur ces compétences-là. Surtout que des fois, c'est des postes où on demande des tests en entrée. C'est-à-dire au moment du recrutement, pendant les entretiens, il y a des parties de tests, de voir des connaissances. Donc, je dirais que il y a des formations qui forment aux compétences naturalistes de façon générale ou plus spécialisées sur certains groupes. Mais de plus en plus, c'est simplement les connaissances qu'on a sur le groupe qui comptent, ou en tout cas en partie.
Et donc, d'avoir une expérience personnelle, d'être capable de montrer, bah voilà, j'ai participé à des inventaires, j'ai un certain nombre de données saisies dans les bases de données, c'est un élément important à faire valoir pour des postes de chargé d'études ou de naturaliste. Donc, pour ceux qui posent la question, qu'est-ce qu'il faut spécialement comme diplôme, ça, c'est difficile d'y répondre. Je dirais qu'un truc qui est quasiment certain qu'il faut, c'est un petit peu d'expérience sur les groupes que vous souhaitez étudier en tant que naturaliste. Du coup, pour rebondir, sauf erreur de ma part, il n'y a quand même pas beaucoup de formations initiales qui forment au métier de naturaliste. Il y a une licence de mémoire, je crois, dans l'ouest de la France qui est plutôt réputée sur ce sujet-là, et qui prend des gens, enfin, qui prend pas beaucoup de personnes et des gens qui ont déjà potentiellement un peu des connaissances aussi pour vraiment les former derrière aux méthodologies scientifiques et à la rédaction. Mais globalement, c'est beaucoup de l'investissement personnel pour la connaissance de ces groupes-là. Et c'est une véritable expertise, c'est-à-dire que là aussi, je parle d'expérience. Une personne lambda, elle va pas compter les papillons, quoi. Donc voilà, comme peuvent le croire certaines personnes, ce métier-là, ça ne s'invente pas. C'est pas juste je regarde les papillons, je regarde mon bouquin et hop, hop, j'ai un métier, quoi. Donc voilà, faut pas oublier que ça, c'est quand même. Et c'est pour ça qu'il y a des tests à l'entrée et c'est pour ça que c'est très valorisé aussi. C'est-à-dire que comme le disait Mélanie, des bons botanistes, des bons chiroptérologues, des experts vraiment naturalistes, des vrais, ça s'arrache à prix d'or aujourd'hui dans les bureaux d'études. Alors, à prix d'or, c'est relatif, hein. Oui, Ouais, pour des ouais. bureaux d'études, pardon, à prix d'or pour des bureaux d'études. Nos Pour études les en, bureaux en d'études. biodiversité. Hein. Ouais, Voilà. enfin, Oui, oui, voilà. je voulais compléter aussi par rapport à ça, enfin, ouais, vraiment insister sur le fait que les compétences naturalistes, c'est pas des compétences qu'on acquiert en formation. En fait, globalement, alors, moi, je vais pas en remettre une couche, mais clairement, quand vous entamez une reconversion, partir du principe ou partir dans l'idée d'être spécialiste en entomo ou enfin pour des insectes ou en botanique, je pense que c'est pas une bonne direction à prendre parce que vous allez être mis en concurrence avec des gens qui font ça depuis qu'ils ont 6 ans et qui sortent tous les week-ends et tous les soirs et en fait ils auront des compétences que humble mortel on n'aura jamais parce qu'on n'a pas eu la même enfance. Non mais c'est pas un moment, c'est vrai. Alors on peut se former à devenir naturaliste. Il y a des, alors c'est pas des formations, mais je sais que les grosses assos, la LPO sort des MOOC souvent. Le Muséum aussi a sorti un MOOC récemment sur la reconnaissance d'oiseaux, identification visuelle et chant, qui sont en vérité très intéressants, qui peuvent vous donner des vraies compétences, qui peuvent vous permettre d'accéder à des postes avec une entrée naturaliste, mais ce sera pas un poste de naturaliste complet. Ou alors, ça demandera un investissement qui est très important personnel à aller dehors, se balader avec des jumelles et puis compter les piafs qu'on va voir et les reconnaître. Et puis après, le soir, prendre des photos et regarder. Parce que quand vous allez rentrer dans un BE pour devenir naturaliste, hein, ce que Blanche et Alan disaient, hein, on va vous tester. Donc, on va vous faire écouter des enregistrements d'oiseaux et si vous avez que 50% de bonnes réponses, bah, vous n'aurez pas le poste. Donc, enfin, c'était le premier élément. Et le deuxième, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur en fait des formations initiales en transition écologique ou sur des métiers associés au climat ou sur l'aménagement, et donc des questions sur à quel point est-ce que à partir de ça, j'ai besoin de me reformer pour travailler sur la biodiversité ou devenir écologue, etc. Je pense qu'il y a aussi un sujet qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a une perméabilité importante entre tous ces sujets-là et il y a plein de postes qui s'ouvrent, qui sont assez généralistes et qui apprécient en fait qu'on développe des compétences d'écologue. Je m'explique par exemple en bureau d'études, alors pas forcément en écologie pure, parce que vous avez plein de bureaux d'études différents, mais il y a des bureaux d'études qu'on appelle assembliers par exemple, qui vont traiter toutes les thématiques environnementales, donc à la fois la biodiversité, mais aussi l'énergie, mais aussi les pollutions, mais aussi la santé humaine. Et les gens qui occupent ce poste-là sont pas forcément spécialisés sur une de ces thématiques-là. Ça peut être aussi des très bons gestionnaires de projet, ou alors des gens qui sont rentrés parce que ils sont spécialisés sur les questions de santé, d'impact sur la santé, et puis après, ils rajoutent plein de petites briques. Donc ça peut aussi être une façon de développer ça, pas forcément être écologue et trouver un boulot d'écologue, donc retirer toutes ces compétences entre guillemets de la table, mais plutôt rentrer dans une structure avec ces compétences en développant les approches d'écologie, et c'est ce qu'on essaye de développer, en fait devenir écologue par un investissement personnel une fois qu'on est en poste.
pour rebondir sur ce que tu disais, Jules, et compléter un tout petit peu, c'était intéressant de dire que effectivement, en formation initiale, on se forme plus à l'approche de naturaliste. Voilà, parce que c'est typiquement un caractère, comment reconnaître un caractère, les clés de détermination, enfin voilà. Et c'est vrai qu'il y a des associations qui offrent des formations, enfin, c'est souvent des associations qui offrent des formations plus spécifiques sur tel ou tel groupe d'espèces. Les conservatoires botaniques, typiquement, alors, ça dépend des conservatoires, mais peuvent avoir des formations assez poussées à la reconnaissance avec certains niveaux, mais ça remplacera jamais l'expérience, de toute façon. Mais voilà, souvent, il y a des associations spécialisées sur tel ou tel groupe d'espèces qui peuvent avoir des petites formations d'entrée, même ouvertes parfois à des non-professionnels. Donc, voilà. Et juste pour compléter le complément, c'est hyper bien vu en termes d'employabilité et même en termes de compétences de savoir ce que c'est que de travailler en association naturaliste avant de commencer à bosser en écologie. C'est-à-dire que aller une fois de temps en temps faire un inventaire avec l'association naturaliste du coin sur un CV, ça fait vraiment une énorme différence parce que on sait que vous savez ce que c'est que de compter des papillons en fait. Parce que les gens sont pas, enfin, c'est ce que disait Blanche, elle a raison. C'est une vraie expertise et tant qu'on l'a pas fait, on l'a pas fait et on sait pas ce que c'est. Et donc être allé sur le terrain, faire un inventaire rapace pendant une après-midi, les fesses dans la boue, à rien voir, bah en fait tant qu'on l'a pas fait, on sait pas ce que c'est. Et même si vous en referez plus jamais dans votre poste, bah vous interagirez forcément avec des gens qui le font. Et si vous parlez le même langage et que vous avez cette expérience-là, ça change tout. Et sur un CV, vraiment, vraiment on le regarde, quoi. Et puis, Et vous pour aiderez tous les vos postes, hein. associations aussi. Aidez vos associations. Oui, en plus. Et Après saisir la des fille. données aussi. Oui, après la fille, bien sûr. Euh, Juste aussi pour compléter aussi, parce que là on a l'impression que c'est quelque chose un peu enfin j'ai le sentiment qu'on a l'impression que c'est quelque chose un peu d'inaccessible d'être naturaliste. Non, il faut pas faire ça depuis qu'on a l'âge de 6 ans. J'en suis aussi l'exemple type. Moi, quand je suis rentrée en bureau d'études, quand je suis sortie de mon master, j'étais pas du tout botaniste, hein. Alors j'ai eu cette chance parce que justement il n'y avait pas beaucoup de concurrence à l'époque dans le domaine. Je me suis formée pendant une année, mais pendant une année, dans le cadre aussi de mon travail, j'étais tous les jours, Blanche peut en témoigner, de 5 heures du matin à 10 heures du soir sur le terrain. Voilà. Et à 10 heures du soir, je ramenais mes sachets de plantes à identifier le soir jusqu'à minuit ou 1 heure du matin. Oui, je dormais très très peu, mais pendant toute une année, j'ai pratiqué comme ça. Donc ça m'a pris 1 an, grosso modo, pour me former, pour être à niveau sur des choses de base en bureau d'études. 1 an d'investissement plein. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez parfaitement, si c'est quelque chose vraiment qui vous tente, mais que vous n'êtes pas opérationnel tout de suite, continuer à le faire en parallèle. Ça va vous donner ça va vous demander un investissement personnel qui est important. Peut-être que ça va vous prendre 2, 3 ans, voilà. Mais c'est tout à fait faisable. Et par contre, vous arriverez vers des postes de naturaliste au bout de 2, 3 ans. Il faut aussi savoir qu'il y a certains groupes qui sont plus accessibles que d'autres. On se forme plus rapidement que d'autres. La botanique, alors c'est très particulier parce que c'est quelque chose qui est très carré, très scientifique, c'est des clés de détermination, etc., etc. C'est un langage aussi à apprendre, un glossaire. On commence par apprendre le glossaire d'une flore avant de commencer à herboriser, qui est vraiment très particulier. Mais par contre, c'est quelque chose sur lequel on peut se former assez rapidement. L'ornitho, par contre, les oiseaux, c'est quelque chose sur lequel par lequel beaucoup de gens sont attirés. Un bon ornithologue, pour moi, c'est 5 ou 6 ans de bonne pratique avant d'avoir ne serait-ce que l'oreille pour identifier, quand vous arrivez, par exemple, vous faites un point d'écoute dans une forêt, vous voyez rien, tout se fait à l'oreille. Voilà, il n'y a pas que la jumelle, c'est vraiment, encore une fois, on est sur un métier à part entière, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup plus de pratique et beaucoup plus de temps pour se former, à mon sens. Voilà. Donc, en fonction des groupes, certains sont plus accessibles que d'autres aussi. Mais encore une fois, comme ça demande beaucoup d'investissement personnel, il faut à la base que ce soit une passion. Voilà. Sinon, vous allez vite vous en dégoûter. Du coup, je complète, j'ai le même parcours, c'est-à-dire que j'étais pas du tout naturaliste. Il y avait une association de naturalistes à la fac, je n'y avais jamais mis les pieds, et c'est après, en fait, en me rendant compte que c'était vraiment la porte d'entrée, à l'époque en tous les cas, je parle de ça il y a 20 ans, hein, pour les bureaux d'études, où je me suis dit, ben voilà, il faut que tu fasses, et ce qui m'intéressait le plus, c'était pareil, la botanique.
Et c'est pour ça que j'ai refait un DU, parce que j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé. Et moi, à l'époque, c'était mon seul moyen pour aller vite et j'avais la capacité aussi financière de pouvoir l'assumer, ce qui n'est pas le cas forcément tout le temps. Donc j'ai fait 9 mois de stage et en 9 mois, ça m'a permis d'acquérir des bases. Alors c'est pareil, hein, c'est un travail, j'ai fait 9 mois à temps complet. Je dormais, je mangeais, je vivais, je respirais botanique, mais ça m'a donné les bases suffisantes pour après pouvoir justifier d'avoir accès à des postes qui derrière me laissaient un peu plus de temps parce que j'étais opérationnelle et que ça me permettait de travailler, enfin, de conforter ces compétences et ces connaissances-là, mais au moins j'avais les premières bases qui ouvraient les portes. Mais c'est vrai que je suis partie j'avais aucune compétence là-dessus. Ouais, moi, pour vous donner une idée, le premier test, parce qu'on faisait les tests d'entrée en bureau d'études, je crois que j'ai pleuré. Mon premier test, j'avais 6 sur 100. Voilà. Bon, et du coup, si comme moi, vous n'avez pas la patience Ouais, ce que j'allais dire. pour vous plonger à ce point dans un taxon et tout apprendre par cœur, parce que moi, c'est mon cas, mais que vous avez quand même envie de travailler sur la biodiversité et que c'est un sujet qui vous passionne sans être passionné par le fait de tout connaître de certaines espèces et de les repérer sur le terrain, bah, il y a quand même des possibilités. Alors, c'est sûr que du coup, vous n'irez pas sur les mêmes types de métiers. C'est clair que ça sera pas enfin, vous n'irez pas sur des métiers où il faut faire des inventaires naturalistes, concrètement. C'est exactement ça. Donc, mais après, c'est à vous de voir avec quoi vous voulez associer cette connaissance plus générale des écosystèmes et de leur fonctionnement. Ça nécessite malgré tout d'avoir cette base scientifique dont on a parlé, de comprendre comment fonctionne le vivant en général, et avoir ouais, cette capacité de savoir quel est le travail d'un naturaliste, on l'a dit, sans le pratiquer soi-même, pour pouvoir derrière exploiter les données qui vont être disponibles et qui vont avoir leur propre codification, qui vont être, euh, voilà, qui vont être accompagnées d'un besoin d'interprétation qui nécessite de savoir comment ce travail-là est mené. Oui, effectivement, enfin, il n'y a absolument pas besoin d'être naturaliste pour être écologue. Moi, je ne le suis pas non plus. Euh, Au-delà de savoir travailler avec les autres, et on a commencé à en parler aujourd'hui, c'est une compétence qui est de plus en plus recherchée à l'intérieur d'autres domaines, où en fait on peut apporter beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'il va y avoir énormément d'opportunités dans les années à venir. En chargé de mission dans les collectivités. Ça a été écrit dans le chat, il va y en avoir de plus en plus des écologues. C'est des postes super intéressants et comme le disait Robin, qui nécessitent vraiment les connaissances d'écologues pour apporter quelque chose aux autres, mais pas forcément naturalistes. Un bon chef de projet, c'est pas un naturaliste. Un bon chef de projet, c'est quelqu'un qui comprend ce que font les naturalistes, qui est capable de bien vendre, expliquer, dimensionner le travail d'un naturaliste et qui est capable de jouer les chefs d'orchestre là-dessus et de parler avec différentes parties prenantes qui, eux, ne comprennent pas ce que font les naturalistes. Mais il n'a pas besoin d'un naturaliste. Voilà. Donc, Robin le disait très bien, ça dépend du poste que vous visez aussi. Et du coup, par exemple, bon, vous avez dit que il y a les fiches de poste, mais un chef de projet concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a de plus en plus d'interdisciplinarité. On voit des éco-anthropologues qui travaillent avec des scientifiques, et j'ai l'impression que comme ça, il y a quelque chose pour moi de tout mélanger. Les naturalistes, c'est clair, c'est spécifique, mais après, voilà. Vous, concrètement, dans la conservation, qu'est-ce que vous faites? Un chef de projet, ça gère un projet et ses équipes, en fait. C'est vraiment, quel que soit le projet, que ce soit un projet très transversal ou un projet très spécifique sur un territoire donné, que ce soit sur différents territoires, que ce soit avec différentes thématiques, que ce soit pluridisciplinaire ou pas. Un chef de projet, son travail, c'est de gérer le projet. Donc, c'est de s'assurer que opérationnellement, toutes les actions sont faites, qu'elles sont bien faites,
que le client ou le bailleur, en tous les cas, ou la collectivité, ceux pour qui on travaille, on leur donne un livrable qui est de qualité et qu'ils comprennent et qui soit utile. Un chef de projet, il s'assure que ses équipes ont tous les moyens pour travailler et il coordonne toute la partie, que ce soit la partie technique, la partie financière, la partie gestion humaine, la partie RH, la partie relationnelle. C'est vraiment le coordinateur de toutes les activités pour que ceux qui sont vraiment en train de réaliser les activités puissent le faire dans les meilleures conditions. Et lui, il s'assure que l'ensemble est cohérent et que ce qu'on va livrer est bon. Pour moi, c'est ça le rôle du chef de projet. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin de comprendre ce que ses équipes font et de le restituer correctement à qui de droit. En fait, la déclinaison chef de projet, c'est surtout un niveau entre guillemets hiérarchique sur la gestion d'un projet en tant que tel. Mais pour en revenir à juste ce dont Mélanie parlait tout à l'heure sur les fiches de poste, etc. L'idée, c'est que les naturalistes, c'est une activité en tant que telle et un type de responsabilité, un type de poste. Et à côté, les chefs de projet, alors ça peut être quelqu'un qui vient d'une expérience, enfin, qui est naturaliste à la base et qui du coup prend ce niveau de responsabilité-là ou ce niveau de gestion-là. Mais pour moi, il faut aussi bien le voir en différence entre un ingénieur écologue, les missions d'un ingénieur écologue et les missions d'un naturaliste, un ingénieur naturaliste, ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, en fait, en bureau d'études, c'est assez lisible. Un naturaliste va créer de la donnée. En fait, vraiment, c'est lui qui va produire de l'information nouvelle ou la mettre à jour, et en fait, nous donner à manger. Et un ingénieur écologue, lui, va plutôt l'interpréter, va plutôt lui donner consistance, en fait, la mettre à disposition. Alors, ça peut être un animateur pour un réseau, par exemple. Ça peut être un animateur nature, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va vulgariser, parce qu'avoir une liste de 130 espèces contactées sur le territoire, ça parle à personne. Donc, il va falloir les retravailler. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai 130 espèces sur mon territoire. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est des espèces plutôt de tel type de milieu. Ah, c'est marrant, j'ai une espèce qui vient plutôt, qui est en limite, qui normalement a un domaine vital, une aire de distribution qui est un petit peu différente de mon territoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on va, quelles conséquences ça peut avoir pour la conservation de la biodiversité, tout ça. Ça va plutôt être l'émission d'un ingénieur écologue qui, par définition, n'a pas besoin d'être naturaliste. C'est bien s'il est naturaliste, c'est très bien s'il a la culture naturaliste sans avoir les compétences naturalistes, mais par contre, il est en capacité de comprendre ce que ça veut dire, de l'expliciter. Et donc après, sur ces métiers d'ingénieur écologue, mais comme sur ces métiers de naturaliste, on a des techniciens qui vont juste appliquer, alors juste, c'est vraiment pas la bonne terminologie, mais qui vont appliquer une méthodologie. On a des chargés de mission, donc qui vont eux être responsables de la mise en œuvre d'une partie du projet, donc d'une mission dans le projet. Donc par exemple, faire l'étude sur plusieurs années de tous les oiseaux qui sont présents. Et puis après, on a le chef de projet qui lui va coordonner tout ça. C'est ce que Blanche expliquait. Mais c'est vraiment, c'est deux choses différentes. Quand on parle de chef de projet, chargé de mission, technicien, c'est plutôt un niveau de responsabilité. Et quand on parle de métier et de compétences, c'est plutôt d'un côté les naturalistes, de l'autre côté les ingénieurs écologues, sachant que je pense que vous l'aurez compris, il y a énormément de porosité entre les deux, puisque alors, la filière est en train de beaucoup se développer, mais enfin moi je suis sorti en 2016 d'études, et c'est pareil, il n'y avait pas beaucoup de boulot et il fallait qu'on fasse un peu tout, quoi. Donc j'étais pas naturaliste de formation, mais il fallait quand même que j'aille sur le terrain parce que il y avait personne pour y aller. Donc en fait, il y a plein de gens qui savent un peu tout faire. Et du coup, maintenant, ça se structure beaucoup mieux parce que on a plus de boulot aussi. Mais concrètement, c'est un peu ça les deux thématiques, quoi. Moi, si on a encore un peu de temps, il y a quelqu'un qui a posé une question sur les entreprises où je veux bien que la personne la reprécise un peu sa question parce que c'est vrai qu'on a du mal à associer entreprise et biodiversité encore et voir bien quels sont les liens. Donc, avant de m'exprimer éventuellement sur le sujet et d'autres pourront le faire aussi, c'était de bien comprendre la teneur de la question. C'est Fabien qui parle, c'est bien moi dont vous posez. C'est bien de ma question dont il s'agit ou pas?
Je ne sais plus, c'est la personne à qui j'ai répondu. Oui, je pense que c'est Oui, vous. c'est ça, oui, c'est ça. Oui, Ouais, ok. très bien. En fait, moi, effectivement, je suis pas du tout écologue et tout, et si j'ai bien compris, j'ai un peu loupé le coche puisque je suis trop vieux pour refaire de la formation initiale, mais c'est pas grave, ça m'intéresse quand même beaucoup. Et ce que je vois quand je assiste à des webinaires, tout ça, c'est que quand même le sujet est traité par les entreprises beaucoup sous la forme, on va utiliser une base de données ou un outil et on va calculer des MSA kilomètre carré, et cetera. Et ça me paraît très, très informatisé, en fait. Très, très, ils ont une approche très, très numérique du sujet, alors que il me semble que quand même, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas faire sans aller sur le terrain, etc. Donc, c'est pour ça que je me demandais si vous ressentez que le sujet il est bien traité ou pas au niveau stratégique, tout ça. Et est-ce que effectivement vous êtes sollicité avec pertinence et aussi est-ce que vous êtes sollicité tout court du coup? Euh, Allez, je me lance en premier. Donc moi, j'ai passé 5 ans chez Suez, donc en tant que référente biodiversité pour toutes les activités déchets. Donc ça veut dire qu'ils avaient décidé d'intégrer un profil d'écologue, et qu'ils ont toujours d'ailleurs, au sein de l'entreprise. L'objectif, c'était à la fois de traiter les questions purement stratégiques de comment on intègre la biodiversité dans la stratégie, la logique et le business model de l'entreprise. Donc il y avait une réflexion vraiment sur ce sujet-là, et aussi de travailler sur tout ce qui était études d'impact de leur projet, et Mmh. donc de piloter et de coordonner les bureaux d'études sur le sujet. Rien n'a été fait en interne, dans le sens où l'objectif, c'était vraiment pour eux, ils ont internalisé un poste d'expert biodiversité avec une personne qui était formée en écologie. Mais nous, on était les chefs d'orchestre, c'est pas nous qui produisions. On a fait appel à tout un écosystème de bureaux d'études, faune flore, et de bureaux d'études assembliers, comme on parlait tout à l'heure, et aussi de bureaux d'études plus de consultants quand c'était sur la partie stratégique, voire il y avait des partenariats qui étaient noués, notamment par exemple un partenariat qui a duré pendant 10 ans avec le Muséum d'histoire naturelle, pour réfléchir communément avec ces sujets-là. Donc, certaines entreprises ont cette démarche-là. Après, le principe d'une entreprise, c'est qu'elle est redevable sur des indicateurs, et que dès qu'on touche aux indicateurs, ça veut dire qu'il faut mettre des chiffres. Et comme on le sait, quand il faut simplifier les questions de biodiversité sur des chiffres, oui, on peut se retrouver à mettre un nombre de kilomètres carrés de surface non impactée, ou des choses comme ça qui sont euh, très critiquables, mais qui, pour l'instant, on n'a pas de solution pour avoir des indicateurs fiables à ce niveau-là. Donc, après, il y a des entreprises qui n'intègrent pas d'experts en interne, qui font tout en externe. Il y a des entreprises qui veulent vraiment faire bien les choses. Il y en a qui font vraiment très bien du greenwashing. Ça dépend vraiment des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc voilà. Mais globalement, elles sont de plus en plus regardées, et donc elles sont de moins en moins en capacité ou enclines, parce que forcément, si elles sont regardées, il y a une question d'image, à utiliser des chiffres n'importe comment, et à avoir tout fait en interne sans avoir fait appel à des spécialistes. Euh, mais après, entre le faire appel à des spécialistes véritablement du domaine, et prendre le temps d'utiliser leurs données comme il faut, ou le faire juste pour mettre un peu de peinture verte sur un projet, il y a aussi une grosse marge. Donc voilà, ça va vraiment dépendre. Je rebondis là-dessus. Donc, dans les domaines de métiers que je connais, puisque moi je travaille en fait surtout en urbanisme, en aménagement du territoire. À l'époque où je cherchais où je cherchais un emploi, et puis par la suite, de manière un petit peu plus lointaine, j'ai pu voir effectivement, comme le disait Blanche, des entreprises qui proposaient des postes, enfin monsieur ou madame environnement, mais où quand on creusait un petit peu, on se rendait compte qu'on était plutôt là pour justifier les activités faites ailleurs dans l'entreprise, que pour avoir un dialogue constructif avec les collègues. D'autres qui le font et qui l'ont fait beaucoup plus sincèrement.
Ça va beaucoup dépendre des niveaux de hiérarchie auxquels ces décisions sont prises, à quel point est-ce que c'est pris au sérieux. Ça peut dépendre de la taille de l'entreprise et est-ce que les personnes qui sont recrutées sur ces postes-là sont audibles ou pas et jusqu'à quel niveau de décision. Et ce que je répondais dans le chat, c'est que donc, maintenant, je suis à mon compte depuis quelques années maintenant. Et j'ai été contacté le mois dernier par une entreprise, une petite entreprise de revêtement qui veut se lancer dans la démarche entreprise engagée pour la nature, qui est une démarche volontaire de construction d'un plan d'action euh, pour essayer de réduire ses impacts sur la biodiversité. Et qui m'a trouvé grâce à mon site internet sans que je les connaisse de nulle part. Donc, c'est une démarche volontaire de leur part. J'y suis allé avec pas mal de réticence, voire d'inquiétude, parce que c'est pas le boulot que je fais habituellement. Mais après quelques échanges avec eux, je me rends compte qu'ils ont envie de se lancer vraiment dans cette démarche-là. Et le fait qu'ils fassent appel à un professionnel écologue, démontre qu'ils n'ont pas envie de simplifier la question de l'impact sur la biodiversité, justement à des indicateurs bêtes et méchants qu'on pourrait trouver sur Internet euh, avec une petite recherche Google, quoi. Il y a aussi ce côté-là de s'appuyer sur des professionnels du vivant qui vont être capables de recontextualiser tous les outils qui peuvent exister à une situation particulière. Parce que c'est vraiment ça, c'est une des particularités de la biodiversité, c'est que c'est très difficile de généraliser et de reprendre des choses qui ont marché dans un cas particulier pour le réappliquer tel quel dans un autre cas. Donc voilà, ça peut arriver. Je ne saurais pas dire si c'est courant, mais en tout cas, de temps en temps, ça arrive. Aujourd'hui, quand même, et pour compléter, la plupart de nos métiers en termes de biodiversité reposent quand même, en tout cas des actions qui sont menées, soit sur un levier réglementaire, donc notamment tout le travail qui est fait en bureau d'études, soit sur des contraintes aussi financières. Voilà. Des démarches volontaires, on les adore, quand elles arrivent et on les salue, mais c'est pas la majorité quand même des activités. Voilà. Il y a que 3 leviers pour les entreprises, hein. L'argent, l'image et la réglementation. Voilà, faut pas se leurrer, hein. Après, on fait des choses bien en tant qu'entreprise. Typiquement, sur des démarches volontaires, on le fait parce que ça donne une bonne image. Il y a toujours un lien avec ces 3 leviers-là. Mais ça veut pas dire qu'il faut négliger ou mépriser ces actions-là. Bien au contraire, il faut les valoriser. Mais en revanche, il faut savoir d'où elles viennent pour pouvoir mieux aussi les vendre au sein de l'entreprise et donc leur montrer quelle est la plus-value et l'intérêt pour elles, pour l'entreprise. Ce pas des ONG auxquelles on s'adresse, donc il faut le savoir et jouer avec les cartes qu'on a pour pouvoir faire avancer le sujet en interne chez eux, quoi. Est-ce que ça répond à vos questions, Fabien? Absolument, c'était très clair. Merci beaucoup. Juste un tout petit complément, pardon, sur la question du numérique. Alors, il n'existe pas, il n'existera jamais d'indicateur qui permet de satisfaire tout le monde sur l'évaluation de la biodiversité. Clairement, on est tous d'accord sur la définition déjà. C'était une belle réussite depuis le sommet de la Terre à Rio en 92. Sur l'évaluation, ça n'existe pas et en fait, c'est globalement pas possible. Donc, une fois qu'on a posé ça, il y a plein de choses à dire, mais il y a plein d'outils qui existent et qui sont de plus en plus développés et de plus en plus mis en œuvre, notamment dans le chat, on en parlait des outils cartographiques qui aujourd'hui s'imposent comme des compétences attendues notamment. Mais la transition numérique de la biodiversité, elle est en train de se faire depuis quelques années avec des approches pour modélisation notamment, mais aussi du transfert de technologies qui existent dans la recherche depuis 20-30 ans. Et qui nous permettent d'aller plus vite, d'aller plus largement aussi, parce que aller chercher de l'information sur la biodiversité, ça veut aussi dire aller sur le terrain potentiellement, et aller sur le terrain toute l'année sur l'ensemble du territoire métropolitain, ça coûte beaucoup de sous, et c'est des sous qui n'existent pas pour les études de biodiversité, donc il faut trouver des moyens de faire mieux et de faire
plus complètement aussi. Donc il y a des vrais enjeux à travailler ces sujets de transition numérique, à la fois pour que les réponses qu'on donne dans les évaluations de biodiversité soient plus justes, mais aussi faire attention à ce qu'elles ne soient pas erronées et qu'elles ne permettent pas à faire trop de greenwashing derrière, parce qu'on est quand même très sujet à ça, enfin sur plein de choses qui ont passé la barrière opérationnelle, les hôtels insectes par exemple, il y a des gros enjeux en fait de compréhension globaux de ce que c'est que l'écologie. J'espère. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Est-ce qu'on a oublié personne dans le chat? N'hésitez pas à dire si c'est le cas. Et on a essayé de répondre au fur et à mesure, parfois à plusieurs voix. Mais j'espère qu'on a oublié personne. J'aurais une question, si vous avez encore un peu de temps. Pas de souci. Je voulais savoir, j'ai vu que ça revenait un petit peu, mais sur les personnes qui voudraient devenir plutôt chargé d'études, expert naturaliste, sans forcément prendre le temps à côté de son poste actuel pendant plusieurs années, qu'est-ce que vous conseillerez comme solution? Est-ce que c'est reprendre, pour se mettre à niveau rapidement, est-ce que c'est reprendre une année de diplôme universitaire, licence, master pour pouvoir accéder à un stage qui permette de vraiment de faire du terrain pendant 6 mois? Je sais que vous parliez, Madame Gomez, ici, vous avez repris un diplôme, un DU, c'est ça, mais je ne sais pas si c'est exactement la même chose qu'une licence, un master ou pas. Et est-ce que ces types de stages-là, ils demandent déjà des compétences qui sont importantes dans le taxon qu'on cherche? Alors, moi, je parle de ça, c'était il y a 20 ans. Je ne sais pas quelle forme ça prend aujourd'hui. Un DU, à l'époque, c'était une inscription à l'université qui me permettait d'avoir un stage conventionné. Et donc, j'ai fait un stage de 9 mois. C'était vraiment quasiment une année de stage, en fait, avec pas de cours, rien du tout. Ça s'inscrivait pas dans un cursus en particulier. Donc, je ne sais pas sous quelle forme ça peut prendre aujourd'hui. Je pense qu'il doit y avoir des choses comme ça. Mais c'était ça à l'époque, en fait, pour moi. Et juste pour finir la réponse, moi j'avais 0 compétence et en fait j'ai obtenu un stage dans la structure qui a accepté que j'ai 0 compétence parce qu'il y a aussi des stages aujourd'hui, des offres de stage qui demandent un minimum de compétences en amont et d'autres offres qui permettent à des vrais débutants de pouvoir commencer. Mais ça dépend vraiment des attentes de la structure qui encadrera le stage. Donc ça après c'est encore autre chose. À mon sens, et pour répondre à votre question, la façon la plus rapide de se former, ça va être l'alternance. C'est-à-dire que aujourd'hui, concrètement, si vous voulez aller vers un poste de naturaliste, le plus rapidement possible, alors soit vous avez déjà un diplôme, par exemple de niveau, je dirais de niveau au moins bac+2, enfin au moins bac+2 dans le domaine, hein, en tout cas dans la biologie ou dans le domaine scientifique. Dans ce cas-là, vous pouvez vous orienter vers une licence pro. Il y en a 2 ou 3 en France, alors qui demandent d'avoir quelques petites compétences naturalistes, c'est ce qu'on disait à l'entrée. Donc, elles vont aller vérifier, elles vont pas vous faire des tests hein, comme vous pouvez le faire chez un employeur, mais elles vont aller vérifier si vous êtes inscrit à des associations naturalistes, si vous versez vos données, comme le disait Alan, sur des bases de données naturalistes, par exemple, si vous avez déjà quelques petites connaissances et compétences. Et dans ce cas-là, vous faites votre licence pro en alternance pendant 1 an. Donc ça, c'est la version la plus courte qui puisse exister. Et donc, il va falloir que vous trouviez quand même votre entreprise d'accueil. Et pendant 1 an, concrètement, vous allez alterner entre les cours à la fac où là, on va vous apprendre le théorique, la compréhension globale des écosystèmes, des milieux et comment rédiger, et le bureau d'études sur lesquels vous allez concrètement pratiquer. Voilà. Si vous n'avez pas de compétences scientifiques pour faire une licence pro, il y a une version un petit peu plus longue qui est le BTS GPN. Même chose en alternance. Donc là, on est sur 2 ans. Et donc là, il y en a pas mal qui proposent, pour le coup, autant des licences pro, il n'y en a pas beaucoup, autant des BTS GPN et qui le proposent en alternance, il y en a pas mal. Donc même chose, il faudra trouver aussi votre entreprise d'accueil. Et même chose, vous aurez le double rythme. L'avantage, c'est de garder aussi un petit salaire.
quand on reprend. Et pour moi, aujourd'hui, quand on se dirige vers ce type de métier, c'est ce qui est le plus adapté. Voilà, entre les deux. Ok, très bien, merci. Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai un diplôme d'ingénieur agronome spécialisé en environnement, mais j'ai l'impression que les postes auxquels je peux accéder, c'est des postes qui sont sont très généralistes, pas forcément très spécialisés sur l'écologie des espèces, même sur la gestion des milieux naturels. Et donc, c'est après 2 premières expériences que j'envisage de faire ça, quoi, d'essayer de me remettre plutôt que de passer par des postes et espérer pouvoir avoir un petit peu de formation possible par-ci par-là, ce genre de choses. Après, c'est parce que vous voulez faire du terrain, surtout, que vous Ouais, c'est ça. orientez Et plutôt vers des surtout postes. parce Ok. que c'est ça, j'ai plutôt envie d'aller faire du terrain et devenir un peu plus d'expert voilà quoi, sur l'écologie des espèces, leur reconnaissance. Ok. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, même avec un diplôme comme le vôtre, il y a des postes qui peuvent s'ouvrir, et je pense notamment, en ce moment, il y a l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui donc qui est en gros une structure plutôt d'État, qui recrute beaucoup sur pas mal de postes qui sont à des interfaces, c'est surtout des postes d'animateurs sur le sujet. Donc, il faut avoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut avoir des compétences quand même en écologie, en biodiversité pour pouvoir appréhender tous les enjeux, mais pas forcément de compétences de naturalistes de terrain. Par contre, effectivement, c'est des postes de bureau, hein, soyons très clair. Vous ne ferez pas de terrain. Voilà. Ou alors 2 jours dans l'année pour faire la journée technique, voilà. Mais et c'est tout. Super, merci beaucoup pour vos réponses. De rien. Alors, si c'est bon pour vous, je pense qu'on peut arrêter là. On a débordé, mais c'était, je pense, intéressant. Voilà, n'hésitez pas, vous avez toutes les ressources aujourd'hui voilà, pour vous renseigner. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, on remet ça d'ici, je pense, 2 mois. On va fixer gentiment la date avec l'équipe. Et puis, vous aurez tout le loisir. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions, à adhérer à la fiche. J'en remets une couche, mais c'est important parce que là, vous pourrez discuter aussi en tête à tête, et même accompagner les écologues, par exemple, sur les salons, sur ce genre de choses, pour aller un petit peu plus avant dans toutes ces problématiques. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et puis voilà, on est plutôt sympathique à la fille, on ne mange personne, en tout cas pas encore. Donc, ça va. Très bien. Et ben, pour ceux qui n'ont pas mangé, je vous souhaite un bon appétit. Et puis avec plaisir pour une prochaine fois. Et j'espère que ça vous aura donné envie, du coup, d'être écologue, parce que c'est quand même un très, très beau métier, vous l'aurez compris. Bonne fin de journée à tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.